Ok, bienvenue. Donc, on est dans la suite dans ce cours ACT 6100, dans le dernier cours, en fait, où on va commencer à parler de différents types d'objets, de types de données dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. On s'était contenté d'avoir ces formats de données sous forme de matrice. Là, on avait commencé à parler de données un peu plus exotiques. Donc, on avait commencé à parler des graphes. Donc, je vous avais montré ce que c'était que des graphes. J'avais proposé les bases de la terminologie. On avait fini avec des graphes aléatoires et je vous avais évoqué l'utilisation, par exemple, des graphes dans les problèmes de contagion. Okay. Là, je vais basculer sur une série de petites illustrations de problèmes assez classiques, liés au fait qu'il y a beaucoup de paradoxes en fait quand on travaille sur des graphes et que beaucoup de résultats, on peut les démontrer, mais semblent relativement contre-intuitifs. Le premier, c'est ce qui s'appelle le paradoxe des amis. Okay. Le paradoxe des amis, il dit quoi? Il dit que si jamais je regarde, on va prendre un réseau d'amis, okay, donc qui sont connectés par une amitié ou pas. Donc je vais dire par exemple que les personnes de Game of Thrones sont amies. Alors, je ne sais pas trop ce que je veux dire amis dans Game of Thrones, mais donc les personnes sont connectées. Alors, je vais raisonner en termes d'amis. Ce que dit ce paradoxe, c'est que si jamais je regarde mes amis à moi, le nombre moyen de mes amis, enfin, le nombre moyen d'amis de mes amis, plutôt comme ça, il est plus grand que le nombre moyen d'amis que j'ai. Okay. Donc si jamais j'avais, disons, 5 amis, et que je regarde mes 5 amis, combien eux ont en moyenne d'amis, mais dans ces cas-là, il y a de fortes chances pour que cette moyenne-là excède 5. Okay. Donc il y en aura peut-être un à 4, peut-être à 3 à 5, mais le dernier sera sûrement plus grand, et donc sera potentiellement à 10. Okay. Donc c'est ce que j'ai fait sur le graphe en fait, de Game of Thrones ici. Donc en rouge, on observe la distribution des degrés. Okay. Donc, donc je prends une personne au hasard. Combien d'amis est-ce qu'elle peut avoir? Okay. Donc, on observe ici que le maximum, c'est 35 amis, quelque chose comme ça. Okay. Donc, mais la forte concentration, elle est autour de entre 0 et 5 amis. D'accord. Donc, les personnes sont relativement isolées. Donc, par exemple, c'est ce qu'on observe ici. Okay. Toutes les personnes ici sont juste connectées une fois avec une personne qui est la personne au centre. Okay. Donc, on voit que les nombres d'amis moyens que je prends, si je prends une personne au hasard, la distribution de la moyenne elle est relativement à gauche, peut-être vers 7 ou 8. Sauf que maintenant, si jamais je prends une personne au hasard et que je prends ses amis et que je regarde combien en moyenne ses amis ont d'amis, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus élevé. Et encore une fois, si on reste dans ce petit graphe-là, on s'en convainc tout de suite. C'est que si jamais je prends une personne au hasard, j'ai quand même peut-être 9 chances sur 10 de prendre quelqu'un qui a un seul ami. Okay. Donc je prends par exemple cette personne-là, combien de personnes cet ami a, combien d'amis cette personne a, dans ces cas-là, c'est 1. Donc on voit que pour la majorité des gens, c'est une personne. Okay. Il y a juste la personne au centre qui est commune avec tout le monde, et donc elle a 10 amis. Okay. Donc on voit que 90% des cas, c'est 1, 1% des cas, c'est 10, okay. Donc on est peut-être aux alentours de 2 en moyenne. Okay. Maintenant, prenons les amis des amis. Okay. Si je prends une personne au hasard, je vais plutôt tomber sur les personnes qui sont au bord. Qu'est-ce qu'elle a comme ami? Ben, elle a un seul ami, et cet ami en question, mais il a 10 amis. Okay. Donc on voit que la majorité des gens, 9 personnes sur 10, ben, en moyenne, leurs amis, ils ont 10 amis. Okay. Donc on voit qu'on a un shift complètement énorme. Alors c'est pas aussi fort que ça si je regarde globalement sur tout mon graphe, mais c'est quand même cette courbe bleue qui sont combien d'amis les personnes, quelle est la moyenne du nombre d'amis de mes amis si jamais je prends un individu pris au hasard. D'accord. Donc c'est ce qui est raconté ici, donc où j'essaie de deviner le nombre moyen d'amis des personnes. Alors, je vous ai fait la démonstration de ce paradoxe, d'accord. Donc il vous dit que quand je regarde les amis d'amis, dans ces cas-là, les moyennes sont plus élevées que quand je regarde un individu pris tout seul. Alors il faut juste se souvenir de ce que c'est que euh, le nombre moyen d'amis qu'une personne a. D'accord. Donc je prends un individu au hasard, donc j'ai une chance sur NV, parce que j'ai V vertice, okay, V sommet, de prendre quelqu'un. Et c'est quoi sa distribution de degrés? Ben, c'est la normale 1 de D. D'accord. Donc c'est la somme des termes. C'est tout simplement cette chose-là. C'est tout simplement ce vecteur-là. Donc je prends ma ligne, les sommes de les sommes de ma ligne I, en fait. Okay, donc ça me donne mon degré. Okay, donc j'ai du 1 sur NV, la normale 1 de D. Okay. Si jamais j'essaie de regarder les amis de mes amis, alors ça devient un peu plus compliqué parce que une personne, si jamais on regarde ses amis, donc on voit apparaître cette statistique-là. Donc un ami, bah, combien il a d'amis? Alors on ne peut pas regarder sur tout le monde, on va diviser par le nombre d'amis de cette personne. Okay, donc je normalise en prenant du 1 sur des degrés, okay, de ce nœud V. Donc je prends un nœud hasard. Bah, ses amis, c'est tout simplement cette chose-là. Et donc on peut montrer qu'on a quelque chose qui ressemble à ça, qui est tout simplement D transposé D sur la normale 1 de D. Et ce qu'on veut montrer, c'est que le nombre moyen d'amis de mes amis
excède mon nombre d'amis, enfin le nombre moyen d'amis, et donc on a quelque chose comme ça. Et ça, c'est relativement simple à montrer, en fait. Il suffit de faire un petit peu de calcul d'algèbre. Alors, en fait, j'aime bien cette propriété parce qu'en fait, elle a une. Non, à condition d'accepter de travailler sur des opérateurs en probabilité. Mais en fait, cette propriété, elle est relativement simple parce que je peux l'interpréter de la manière suivante. Ici, j'ai du D transposé D. Okay, donc, on pourrait voir ça comme étant du D à la 2. Alors, je vais mettre ça sur une forme d'opérateur. Okay, donc, D, c'est un opérateur d'amitié. D'accord. Donc, on regarde les amis d'amis, c'est-à-dire des rondés. Donc, je regarde les amis des amis. Okay. Donc, le nombre moyen des amis de mes amis, c'est tout simplement l'espérance de D, donc le nombre moyen d'amis d'amis, divisé par le nombre d'amis. Okay. Donc, c'est vraiment cette formule qui se cache ici. Okay. Bah, si jamais je regarde, donc ça, donc ça correspond à cette expression-là. Si jamais je regarde quelle est la moyenne du nombre d'amis d'amis, et que je le décompose, donc on utilise le fait que l'espérance de D à la 2, je peux le décomposer en disant que c'est l'espérance de D à la 2 plus la variance de D. Et dans ces cas-là, on récupère la forme suivante. C'est que l'espérance de D à la 2 divisé par l'espérance de D, ça me fait juste l'espérance de D. Et je rajoute la variance de D sur l'espérance de D. Et bien, on a forcément que c'est plus grand que l'espérance de D. Donc c'est plus grand que le nombre moyen d'amis d'une personne. Et, point intéressant, pourquoi est-ce que c'est plus grand? C'est plus grand à cause de ce terme-là. Donc on voit que plus la dispersion des degrés est importante, plus le paradoxe des amis va être important. Donc plus j'ai des personnes centrales dans mon graphe, donc le pire sera un graphe étoilé, comme on l'a vu tantôt, où tout le monde a un seul ami qui est la personne qui est au centre. Okay. Dans ces cas-là, c'est le cas où on a la plus grande variance. Okay. Et dans ces cas-là, c'est typiquement un graphe où effectivement, toute personne, elle a un ami qui est la personne du centre, et son nombre d'amis à lui, il est colossal. Okay. Mais n'importe qui pris au hasard, on a très peu d'amis, on a généralement un. D'accord. Donc là, c'est vraiment cette histoire de la variance. Donc ça, c'est le paradoxe des amis. Alors, c'est un paradoxe qui est quand même relativement connu, sauf que, en fait, on peut le généraliser. Alors, je vais vous prendre un exemple, qui sont des choses sérieuses, hein, je veux dire, c'est pas moi qui invente. C'est des choses qui étaient lues, donc ça se fait erreur. Vous pouvez encore une fois, tous les liens verts sont cliquables. Hein. J'ai tiré ça dans un article qui était sur CNN, qui dit que maintenant, quand vous voulez appliquer pour un crédit, on pourrait regarder le crédit de vos amis. Okay. Donc, ils l'ont dit très clairement, on va aller regarder les crédits de vos amis. Si le crédit moyen de vos amis est au moins plus élevé qu'un score, dans ces cas-là, vous pourrez avoir un crédit, sinon votre application sera rejetée. Donc, on est typiquement dans un cas où manifestement, il y a des banques qui n'ont strictement rien compris à la structure des graphes, parce que on est typiquement dans un exemple de type paradoxe des amis. Alors, je vais juste vous le justifier juste après. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Donc, on va essayer d'observer une variable. Donc, au lieu de s'intéresser uniquement à compter des amis, on va leur demander une information. Okay. Donc, je ne demande pas combien mes amis ont d'amis, mais je vais leur demander combien mes amis ont de crédit. Okay. Donc, la variable d'intérêt n'est plus cette fois-ci d'espérance de D, enfin d'espérance de D à la 2, mais c'est plutôt combien est-ce que mes amis ont de crédit. Donc, ma variable Y, c'est une variable de crédit. Le problème, c'est que quand on s'amuse à faire tout simplement ma décomposition de la variance, parce qu'encore une fois, soit je vous fais de l'algèbre linéaire, soit je vous fais de la décomposition de la variance. L'histoire de ma décomposition donc cette fois-ci, je ne fais plus de l'espérance de D à la 2. Je ne vais pas aller chercher les amis de mes amis, je vais aller chercher les crédits de mes amis. Okay. Donc, le crédit, à mes amis, je vais leur prendre leur crédit. Okay. Et je vais prendre la valeur moyenne, donc je vais chercher pour mon nombre total d'amis, la moyenne des crédits de mes amis. Okay. Ben, ce qu'on peut montrer, c'est que je peux avoir une décomposition à peu près de la même que celle de la décomposition de la variance de tantôt. Et donc, on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors, le terme qui apparaît, c'est un terme de covariance entre D, les degrés et Y. Donc ça, ce serait le crédit moyen que moi j'aurais. Et le terme, donc le terme espérance de Y, c'est mon crédit à moi. Le crédit pris au hasard d'une personne au hasard. Le crédit d'une personne prise au hasard. Et celui-là, c'est le crédit moyen des amis de cette personne prise au hasard. Okay. Ben, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a égalité, mais il y a quand même un terme qui intervient ici. Si jamais le crédit et les degrés sont deux choses qui sont totalement indépendantes, il n'y a pas de souci. Okay. Si jamais la covariance vaut 0, dans ces cas-là, effectivement, prendre le crédit moyen des amis est un bon proxy de votre crédit. Okay. Sauf qu'il n'y a a priori aucune raison pour que ce soit le cas. Okay. On peut imaginer, par exemple, qu'il y ait un crédit qui soit qu'il y a un lien, peut-être une corrélation positive ou négative. Alors ici, je vous fais le cas de la corrélation positive. Si jamais
les personnes qui ont le plus d'amis sont les personnes qui sont celles avec le crédit le plus élevé. Ben, dans ces cas-là, effectivement, ça peut être intéressant d'aller voir les crédits de vos amis parce qu'en moyenne, comme vous avez plus d'amis, ils vont avoir des crédits potentiellement plus élevés. Okay, donc quand les variables sont corrélées, dans ces cas-là, le crédit moyen de mes amis est plus élevé que le crédit que je devrais avoir. Là où ça devient dangereux, c'est que si jamais les deux variables évoluent dans le sens inverse, c'est-à-dire que la covariance est négative, dans ces cas-là, le crédit moyen de vos amis est en moyenne beaucoup plus faible qu'un individu qui est pris au hasard. Okay, donc on voit que travailler sur des graphes, c'est potentiellement très 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 dangereux parce qu'on a des paradoxes un petit peu étranges qui apparaissent, tel ce paradoxe des amis. Okay, alors, on l'avait un petit peu évoqué, un point important dans les graphes, c'est ce qu'on appelle la centralité. Okay, alors la centralité, c'est quoi? Je commence par vous dire qu'en fait, on ne peut pas le définir, mais ce sera l'idée de dire qu'il y a un nœud qui est important. Okay, alors, suivant le contexte, la notion d'important, elle n'est pas la même. Okay, c'est qu'il y a des cas, c'est juste compter combien on a d'amis. Okay, donc c'est le premier exemple qu'on va définir, c'est la notion de centralité de Freeman, c'est celle qui avait été définie à la fin des années 70. C'est juste dire qu'une personne, elle est centrale si jamais elle a beaucoup d'amis. Donc c'est un petit peu ce qu'on voyait dans le graphe en étoile en particulier, où les personnes qui sont très au centre ont beaucoup plus de connexions que les autres. Mais c'est sûrement pas la seule. C'est sûrement pas la seule, parce que derrière cette notion de centralité, on a envie de voir par exemple dans les problèmes de contagion. Okay, si jamais j'enlevais de cette personne du graphe, est-ce que tout d'un coup la maladie elle se diffuse autant? On a vu qu'il y avait des super spreaders, donc si jamais vous repensez au graphe en Powerlaw qu'on avait vu la séance, enfin, la diapo d'avant, si jamais j'arrivais à isoler ces personnes et leur dire vous sortez pas de chez vous là pendant 6 mois, ben dans ces cas-là, la maladie elle va peut-être se diffuser de manière relativement lente, okay, et surtout vous allez éviter d'avoir ce pic de pandémie. Donc isoler des super spreaders, c'est une super stratégie en fait. D'accord. Donc ça, on va en reparler, cette histoire des super spreaders, parce que ça va être une notion de centralité qui arrivera par la suite. Okay, donc, première définition, mais encore une fois, il n'y a pas d'unanimité. Alors, c'était vrai en 79, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Okay, il n'y a pas d'unanimité sur la manière dont on va définir la notion de centralité. Donc, je vais vous en présenter plusieurs. Suivant le contexte, c'est telle ou telle définition qui va intervenir. Donc, il n'y a pas d'accord. Okay, donc, autant en définir plusieurs règles, parce que comme ça vous permettrait de choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, la première règle, c'est, je regarde juste les degrés. Une personne est centrale si jamais elle a beaucoup d'amis. Okay, donc, ça, c'est relativement simple. Alors, c'est mignon, mais c'est pas normé. Okay, c'est pas normé, donc généralement, on va essayer de le normer un minimum. Donc, comment est-ce qu'on va le normer? Déjà, on va diviser par le nombre potentiel, la valeur maximale, quelque chose comme ça. Et surtout, on va regarder le maximum des cas. Okay, et on va se positionner par rapport à ce maximum. Okay, donc, ça nous permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu centré. OK. Les autres types de centralité sont un peu plus difficiles à définir. Alors, j'irai un peu plus vite. Je vous donnerai quand même les grandes idées, mais on va passer un petit peu plus vite. Donc, la première notion, c'est cette notion de betweenness. Donc, le betweenness, c'est à quel point est-ce que je suis au milieu du graphe. Okay, donc, c'est quelque chose de pertinent. Mais au milieu, dans quel sens? C'est que si jamais deux personnes veulent s'envoyer un message entre elles, ou disons se rendre malades, à quel point est-ce qu'elles sont obligées de passer par moi? Okay, donc, je vais prendre un nœud, un V. Je vais regarder tout simplement tout plein d'autres nœuds possibles. Donc, je vais prendre un nœud de départ, un nœud d'arrivée, S et T. Donc, je vais prendre tous les nœuds de départ, tous les nœuds d'arrivée possibles. Et je vais me demander, si jamais je prends le chemin le plus court, okay, donc ce truc-là, c'est le shortest path, donc le chemin le plus court qui va de V à T en passant à S. Okay, donc est-ce que le chemin le plus court passe par V ou pas? D'accord. Donc c'est ce genre de choses. Donc on voit arriver des notions qui ont du sens, parce que par exemple ici, on voit que dès lors que je veux aller d'un point à un autre, je suis obligé de passer par celui du centre. Alors qu'au contraire, ceux des bords, on n'y passe jamais. Donc effectivement, le point du centre est central. Si jamais ils sont tous équidistribués, dans ces cas-là, on a un cinquième. Puis ici, on a sur le graphe linéaire, on voit quelque chose qui augmente, puis qui va diminuer. Donc quand vous êtes au centre, vous avez une centralité qui est plus importante. Okay, donc on a quelque chose qui a du sens. Une autre approche qui est celle qui n'est pas la centralité, qui est la notion de closeness, donc de centralité de proximité, c'est qu'on prend la distance entre tous les points et ce point V. D'accord?
Donc, on va regarder la distance moyenne entre tous les autres individus et l'individu qui nous intéresse. D'accord? Donc, on a une notion, voilà, qui est cette notion de closeness, donc qui vérifie encore des propriétés qu'on avait observées auparavant, c'est-à-dire qu'ici, on est beaucoup plus central que sur les bords. Alors, on n'est pas à 0 sur les bords, on est quand même un petit quelque chose. C'est juste des histoires de normes, quelque part. Et ici, ils ont tous les mêmes centralités. Et ici, on a quelque chose qui augmente puis qui diminue. Donc là aussi, c'est quelque chose de pertinent. Les dernières sont un peu plus tordues et sont basées sur des problèmes d'analyse de valeurs propres de la matrice d'adjacence C. Okay. Donc, en particulier, donc on va aller voir la notion de score de centralité par valeur propre, tout simplement en allant essayer de regarder des recherches de vecteurs propres, tout simplement. Donc, on va aller chercher le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre. Donc, ça me donnera le vecteur de centralité pour toutes mes valeurs. Je vous passe un petit peu les détails, je vous laisserai lire. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire une capsule de 3 heures. Il y a des cours entiers sur les graphes de 40 heures. Donc, je suis juste là pour vous donner des principes généraux. Et il y a une mesure un peu plus récente, donc c'est la centralité de Cat, qui fait intervenir du A puissance K. Alors, j'en parle un tout petit peu parce que je n'ai pas parlé en présent de ce que c'est que ce A puissance K. Donc, A, c'était quoi? C'était cette matrice qui me dit est-ce que I, il est connecté avec J. Okay. Donc, il me dit I et J sont connectés. Mais c'est connecté en une étape. Okay. Si jamais je calcule du A à la 2, ben dans ces cas, ce qu'on peut montrer, c'est est-ce que je peux atteindre I en 2 coups. Okay. Donc, ce serait effectivement égal à 1 si jamais je peux passer de cette valeur-là à celle-là en 2 coups. Okay. Donc, les A puissance K font intervenir quelque chose que vous connaissez forcément, c'est les histoires de chaîne de Markov. Okay. Donc, les A puissance K sont intéressants parce que on voit apparaître une idée de chaîne de Markov, c'est se dire, ben, si jamais je me baladais au hasard complètement sur mon graphe, où est-ce que j'arriverais? Okay. Et là, on se demande tout simplement, donc ça va être quelque chose qui va être escompté, on va avoir un taux d'escompte en alpha, mais c'est de me dire, ok, je pars de n'importe où, puis je vais me balader dans mon graphe, où est-ce que je pourrais être au bout d'un certain nombre d'étapes, en particulier, est-ce que je vais atteindre J? Okay. Donc, un nœud sera central si jamais en me baladant au hasard, ben, je passe toujours par ce point-là. D'accord. Donc, en fait, on voit apparaître des choses qui sont liées à des grandeurs que vous connaissez, hein, c'est des recherches des recherches de valeurs propres et ce genre de choses. D'accord. Donc, on va récupérer des graphes qui sont, enfin, des notions de centralité qui sont relativement intéressantes. Voilà. Donc, sur lesquelles je discute. Pourquoi est-ce qu'ils sont connus, ces genres de méthodes? Ben, en fait, cette méthode-là, alors je commence en parlant de ça, c'est très lié à des histoires de pages Internet, et en fait, c'est l'algorithme de Google. C'est comme ça que fonctionne Google, c'est de dire les pages Internet sont connectées entre elles, et c'est juste si jamais j'avais une marche aléatoire qui se baladait sur le web, est-ce qu'elle passe souvent par une même page? Donc, vous suivez tous les liens hypertextes possibles, et dans ces cas-là, plus vous avez tendance à passer par une page, plus elle va remonter dans le classement. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous prenez le sous-graphe de toutes les pages. Si jamais vous tapez quelque chose, par exemple, sur les networks, il va prendre toutes les pages qui parlent des networks et regarder quelles sont les. Si jamais vous faites une marche aléatoire sur ce graphe, est-ce que vous passez souvent par une page? Si jamais vous passez souvent par une page, dans ces cas-là, cette page-là doit être numéro 1. Okay. Donc, l'algorithme de PageRank, c'est vraiment l'idée d'aller chercher en gros, des histoires de valeurs propres dans des matrices qui sont très très liées à ces matrices fondamentalement liées en fait à cette matrice A et avec des propriétés aussi sur les degrés. Okay. Donc je passe un peu, mais voilà, c'est juste pour vous dire que tout ce qu'on avait évoqué en algèbre linéaire dans un contexte d'analyse de recherche de valeurs propres va se retrouver en analyse des graphes parce que c'est la base d'algorithmes puissants, en particulier l'algorithme de Google pour retrouver des pages. La centralité, elle est aussi centrale. J'ai mis un exemple ici, c'est des études qui avaient été faites, des papiers de Wang, sur les robustesses des systèmes de métro. Donc, vous avez toutes sortes de métros ici qui sont évoqués, donc, qui sont ultra simplifiés. Donc, par exemple, je vous montre ici le graphe de Montréal que vous connaissez tous. Okay. Donc, on va retrouver ici les 4 grandes stations qui sont les nœuds. Donc, vous allez retrouver Jean Talon, vous allez retrouver Berry-UQAM, vous allez retrouver toutes ces stations qui sont des nœuds. Et la question qui se pose, c'est à quel point est-ce que ces systèmes sont vulnérables. Okay, donc, dans leur article, vous pouvez cliquer, mais vous avez accès à une vingtaine ou une trentaine de systèmes de métro dans le monde, et ils se demandent tout simplement à quel point est-ce que le système se retrouve bloqué si jamais une station, tout d'un coup, se retrouve condamnée.
Okay, donc typiquement, Rome, c'est ça. Vous avez un nœud central. Si jamais vous faites tomber ce nœud-là, dans ces cas-là, le système est paralysé. Voilà. Donc il y a pas mal d'applications en termes de sécurité. Euh, et je parle aussi, donc c'est lié à des problématiques de risque. Hein, donc c'est pour ça que j'en parle ici dans ce cours sur l'analyse des données en assurance. C'est que beaucoup de systèmes de contagion de défauts, de maladies sont liés à des recherches de points centraux dans des graphes. Okay, je vais juste terminer par quelques petites images aussi pour vous dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a faites en analyse des données non supervisées qui peuvent s'adapter sur des problématiques de graphes, en particulier quand on avait fait la recherche de clusters. Donc quand je faisais la recherche de clusters, j'avais juste des points qui étaient dans l'espace et on se demandait, ok, est-ce que je suis capable d'identifier ces deux clusters comme étant deux groupes séparés? En fait, on peut faire la même chose dans des graphes, en particulier en allant à la recherche de clics, ce qui s'appelle des clics, qui vont être des groupes relativement homogènes entre eux. Donc je vais peut-être passer un petit peu, je vais passer les maths. Derrière se cachent des idées d'analyse de graphes très particuliers qui sont les triangles et les lambdas, donc les deltas et les lambdas. Donc des graphes de 3 points qui sont sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de lien entre ces deux individus, au contraire, le cas où ils sont tous liés entre eux, et ça nous permet de définir des notions de cluster. Donc je vous montre juste les graphes. Je suis désolé, je vais passer un petit peu vite parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur les graphes. Mais voilà le type d'analyse que vous pouvez faire. Donc j'ai mis le même graphe ici et je lui demande de me trouver des clusters à l'intérieur. Et donc il va me créer comme ça des groupes qui sont relativement homogènes entre eux. Mais voilà, en relançant l'algorithme, on obtient des choses différentes. Donc on est un peu dans les mêmes problématiques que sur les cas plus proches voisins, où changer la structure du réseau vous change les regroupements. Donc on peut faire de l'analyse de clusters aussi sur des graphes et les techniques sont un peu particulières. Okay, donc voilà, c'est ce que je raconte ici, où les stratégies sont les mêmes. On a des notions de regroupement par fusion. Donc soit je regroupe, soit j'explose, au contraire. Donc la classification hiérarchique peut se faire dans les deux directions, avec du single linkage, par exemple, ce genre de choses. Okay, autre point important, c'est l'échantillonnage. Donc quand on veut échantillonner sur des données dans des graphes, eh ben, ce n'est pas du tout comme un échantillon classique. Un échantillon classique, c'est de dire que vous avez toutes vos populations, eh ben, vous voulez créer un échantillon de 1000 personnes, ben, vous tirez au hasard 1000 individus dans toute votre population. Okay, donc c'est relativement simple. Là, le problème, c'est que si jamais on s'intéresse à des dynamiques qui peuvent exister entre les individus, et en particulier, par exemple, si jamais vous voulez vous intéresser à des probabilités de transmission de maladies, il ne faut surtout pas isoler vos individus dans le graphe, parce que si jamais vous tirez vos individus complètement au hasard, il y a très peu de chances pour qu'ils soient connectés. Okay, donc la manière dont il faut procéder pour récupérer quand même des connexions entre les individus, c'est ce principe en boule de neige, où en fait on part de notre graphe, et je ne vais pas tirer un grand nombre d'individus. Si j'ai besoin de 1000 individus, je ne vais pas en tirer 1000, mais je vais en tirer 5. Okay, alors en l'occurrence, si j'en tire 3, donc je vais prendre ces 3 individus qui se trouvent ici. Et ce que je vais faire, c'est qu'à partir de là, je vais aller chercher leurs amis, puis leurs amis de leurs amis, et leurs amis de leurs amis, jusqu'à récupérer mes 1000 personnes. Et dans ces cas-là, on peut espérer au moins que, quelque part, l'analyse, en tout cas des degrés, des connexions, puisse avoir du sens, contrairement au fait que si j'avais pris des points au hasard, ben, il n'y a quasiment aucune chance, encore une fois, qu'ils soient amis. Donc si jamais vous voulez vraiment faire de l'échantillonnage, en particulier je pense aux maladies dans les problèmes de pandémie, il faut vraiment faire attention sur la manière dont on constitue ces échantillons. Ça se fait pas n'importe quoi, donc il y a ce principe de boule de neige. Et le dernier point, c'est une propriété dont j'avais déjà parlé, qui est assez classique sur plein de graphes. Alors j'ai parlé de la centralité, qui nous dit qu'il y a éventuellement des personnes très centrales dans un graphe, mais ça induit autre chose, cette centralité, c'est que ça induit une propriété de tout petit monde. C'est de dire, au final, vous êtes vite connecté avec tout le monde. Donc c'était un papier qui était paru, c'était même un article, okay, dans un roman, c'était pas un article scientifique au départ, qui parlait de 6 degrees of separation, qui disait en gros, on est dans un monde hyper connecté, et tout le monde sur cette planète est séparé par au moins 6 personnes. On est tous plus ou moins proches sur la planète. Le président des États-Unis, n'importe quel gondolier à Nice, on est tous connectés très rapidement à tout le monde. Alors, ça se retrouve dans des graphes de type... Ça a été vérifié sur Facebook, de mémoire. C'est des choses qu'on va retrouver aussi sur LinkedIn. Encore une fois, j'en ai déjà parlé. Mais c'est, voilà, si vous cherchez un employeur, vous voulez avoir des informations sur cet employeur. Maintenant, sur un employeur, j'entends un individu qui travaille dans une compagnie. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous voulez savoir si vous le connaissez. Mais en fait, vous allez vite vous rendre compte que vous finissez, en tout cas dans un champ d'expertise commun, vous êtes à 3 connaissances près, vous vous connaissez forcément.
Donc on finit par connaître à peu près tout le monde. Enfin voilà, regardez sur LinkedIn, vous êtes connecté avec quand même énormément de gens très rapidement. Après, c'est des liens superficiels, mais on peut parler quand même de connexion. Okay. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir à quel point est-ce qu'on est connecté aux gens? On peut s'intéresser à cette connexion moyenne, donc la longueur moyenne d'un chemin pour rejoindre quelqu'un. Ce qu'on peut montrer, c'est que c'est rapidement en log de n. Okay. Donc les chemins sont quand même très très courts. Plus votre graphe va être énorme, plus le nombre, enfin le degré, la longueur moyenne des chemins que vous pouvez faire pour rejoindre deux individus va être grande. Mais ça ne croît pas si vite que ça. C'est-à-dire que ça croît en log. C'est-à-dire que si jamais vous augmentez tout simplement en multipliant par quelque chose, okay, ça va juste vous rajouter une petite longueur. Okay. Donc si jamais vous voulez doubler votre longueur, il faut prendre le carré du nombre de nœuds. Donc si jamais vous avez un nœud avec 1000 personnes, si jamais vous voulez doubler la longueur moyenne entre les personnes, dans ces cas-là, il faut passer un graphe à 1 million de personnes. Okay, donc on voit que très rapidement, il faut effectivement avoir des graphes très très gros. Et donc on arrive à ce qui avait été évoqué, donc c'était le graphe de Facebook à l'époque, donc où il y avait 1,6 milliard de personnes connectées. Ce qu'on montrait, c'était que la distance moyenne entre deux individus pris au hasard était de l'ordre de 4,5. C'est-à-dire que n'importe qui, en connectant 4 personnes, peuvent arriver à peu près à n'importe qui sur Terre. Okay, ce qui est incroyablement efficace en termes. Donc ça, c'est une notion d'efficacité de connexion dans un graphe. Donc ça veut dire que le graphe est très 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 maillé. Certes, il existe des personnes très centrales, mais d'un autre côté, le graphe est très 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 maillé dans tous les sens, parce que c'est ce qu'on aurait effectivement si jamais je calculais juste une moyenne harmonique de mes longueurs moyennes ou de mes degrés, de mes distances, pardon, sur mon graphe. Okay, donc on a plein de propriétés sur les graphes. Donc l'idée, c'est de s'en souvenir. Okay, en tout cas, le jour où vous commencez à travailler dessus, et j'en parle parce qu'en fait, je vois beaucoup plus de monde travailler sur des problèmes de graphes dans le monde de l'assurance, donc que ce soit sur l'histoire de regarder le crédit de ses amis, mais aussi dans les problématiques de fraude, on va commencer à se demander si jamais il existe des connexions entre des individus. Je m'arrête là, j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup parlé sur les graphes, donc il nous restera au moins une capsule sur les approches spatiales, et puis si on a le temps, on fera un petit peu aussi de données textuelles. Ok, à bientôt.